sans tarder, nous partons au stand pour rejoindre le ministre Alphonse Charouette, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Il est en notre compagnie, il est en direct sur Film Guinée. Bonjour, monsieur le ministre de la Justice. Oui, bonjour, monsieur Bakar Diallo. Bonjour à vos milliers d'auditeurs et à vos animateurs. Bienvenue sur notre antenne. Talib Bari, première question. Alors, monsieur le ministre, comme l'intitulé du sujet qui vous concerne l'indique, il y a l'affaire de cette femme, Asma Bari, condamnée à Asma Diallo, condamnée à 1 an de prison, dont 10 assortis de sursis et 2 mois fermes. Expliquez-nous ce qui s'est passé, puisque certaines sources indiquent que le juge qui a prononcé cette peine a été convoqué au ministère de la Justice et mis face à face avec... confronté à la dame. À la dame. Monsieur Talibé, effectivement, j'ai suivi à travers votre émission ces déclarations que vous venez de faire tout de suite là par rapport à cette affaire de l'abbé. Ce qui est regrettable quand on dit que de sources sûres, on aurait appris. C'est le conditionnel. D'où la nécessité pour moi, tout simplement, sans apprendre à qui que ce soit, le professionnalisme commande, que ce soit magistrat, que ce soit journaliste, que nous soyons sûrs de ce que nous avançons avant de porter cela à la connaissance du public. Ce qu'il faut d'abord préciser dans ce contexte, je puis vous rassurer que dans cette procédure ou dans ce présent dossier, il est évident que la personne qui est partie dire, si vous voulez, de balivernes concernant la marge que le département a entreprise par rapport à ce dossier doit être corrigée en disant ceci. Si vous imaginez tout de suite sur vos antennes, vous avez dit qu'il y a eu une manifestation à Kanka, tout de suite là. Oui. Je suis à mon bureau, vous venez de le dire. Ce qui veut dire que d'emblée, ce n'est pas quelqu'un qui m'écrit pour dire, monsieur le ministre de la Justice, il y a telle chose ou telle chose ailleurs. Nous l'apprenons à travers vous des médias qui, quand même, à travers ce que vous faites, portez à la connaissance des autorités, surtout le garde des Sceaux, quelques éléments de quelque nature que ce soit concernant le domaine de compétence du ministère de la Justice. Ce fait que, sous le fondement de la loi 054, le ministre de la Justice saisi d'une plainte ou informé d'une situation a une obligation régalienne de vérifier l'information concernant le magistrat et de prendre des mesures qui sied. J'étais là encore le lundi. Oui. Avant d'aller en congé, comme vous le savez, moi j'ai pris mon congé le lundi. Oui. Et c'est madame la secrétaire générale qui gère les affaires courantes du département. Quand j'entends M. Lincoln dire que la dame serait venue dans le bureau du ministre, et selon les sources, il a de tels papiers, je voudrais quand même que lorsqu'il y a une information que vous avez, surtout concernant la justice, je n'ai jamais fermé la porte du département à un journaliste, surtout qui a le seul souci constant d'informer le public sans passion. La situation de cette dame, je ne la connais ni d'Ève ni d'Adam. Oui. Et j'ai de respect pour M. Kairaba, qui est l'inspecteur général des services judiciaires. Oui. Celui qui a servi la justice pendant des années durant. Il ne peut pas se permettre, magistrat qu'il est, pétri de tout ce que nous savons, d'intégrité qu'il a, de se permettre de faire des choses en dehors de toute procédure. Ce qui est regrettable dans le dossier, j'ai dit à tout le monde, et je répète en mettant à profit cette intervention. Oui. Lorsque vous voulez avancer et faire avancer des choses, vous restez focus sur l'objectif. J'ai dit à tous les magistrats, le seul fondement que l'on ne peut pas apprendre à un magistrat, c'est l'application de la loi auquel il reste soumis à la seule autorité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Même si cette dame, au regard des faits, parce que j'ai suivi M. Lincoln expliquer ce qui s'est passé, gravissime soit ce qu'on reproche à la dame, criminel soit entre guillemets ce qu'on reproche à cette dame, de par son profil, la décision du juge, elle doit être une décision indépendante. Aucun magistrat ne doit être asselé à raison des décisions qu'il rend
ou même lui demander de rendre compte autour des décisions qu'il rend, sous l'application de l'article 18, on dit sauf pour des cas qui sont dans le sphère de l'action disciplinaire concernant ce magistrat. Un magistrat a jugé une dame que moi je ne connais pas. La dame a comparu libre. Elle est prévenue. Elle a comparu libre. Oui. Ça veut dire qu'elle n'était pas sous mandat de dépôt. Oui. Elle vient au cours des débats contradictoires où un représentant du ministère public qui représente la société au nom duquel il prend les réquisitions dans l'intérêt de la loi puisse requérir ce qu'il semble être dans l'intérêt de la loi comme la peine qu'il faut. Ça, c'est la parole, elle est libre. Tout magistrat du ministère public est libre de prendre des réquisitions qu'il faut quand il faut dans l'intérêt de la loi. Ça, c'est un principe acquis. Ce qui veut dire que le siège étant indépendant vis-à-vis du parquet, le siège n'est pas tenu de suivre le parquet. C'est ce qu'on appelle le principe de la séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Ouais. Maintenant, le juge qui se prononce sur les faits, dis-moi les faits, je te dirai le droit. Si le juge veut, il peut condamner la dame à 5 ans, 6 ans, 7 ans, si la loi prévoit que les faits à elle reprochés, les faits et les circonstances dans lesquelles les faits ont été consommés méritent une telle peine. Moi, je n'ai aucun souci par rapport à ça. Mais ce que je reproche, et qui est déjà l'objet d'ouverture de l'action à notre niveau, c'est que la personne a été condamnée à 1 an, c'est vous qui le dites. Et on dit 2 mois de prison ferme. Ouais. Qu'est-ce de prison ferme? Ça veut dire quoi? Oui. Lorsque vous voulez décerner mandat de dépôt contre un prévenu libre qui n'est pas sous mandat de dépôt, le quantum de la peine est prévu par l'article 535 du Code de procédure pénale, qui dit que le quantum de la peine doit au moins être inférieur ou supérieur à 6 mois. Ça veut dire que si vous voulez décerner mandat de dépôt contre une personne, il faudrait quand même que vous respectiez ce quantum de la peine. Si la peine d'emprisonnement ferme est de 2 mois, on ne peut pas en aucun cas décerner un mandat de dépôt pour l'exécution d'une peine de 2 mois. La loi dit ceci. Si vous le faites, la question va s'apprécier sur le terrain purement disciplinaire. Lorsque nous l'avons appris, cette dame étant détenue dans une situation irrégulière, j'ai instruit à l'inspecteur général des services judiciaires, et il faut rappeler, parce que souvent on dit c'est sous l'instruction du ministre de la Justice, ça fait rire là. L'inspection des services judiciaires et pénitentiaires est un service d'appui du département de la justice. L'inspecteur qui est là travaille sous la direction du ministre de la Justice. Il reçoit des instructions du ministre de la Justice à des fins d'inspection, tout comme lui, à travers sa lettre de mission, il a l'obligation d'être sur le terrain, inspecter les services judiciaires et pénitentiaires, relever les défaillances et les dysfonctionnements, pour faire les recommandations et rendre compte au ministre. Donc, lorsque cette question a été posée, moi j'étais très clair. Faites appel à toutes les parties. Voyez, est-ce qu'effectivement ce qu'on est en train d'entendre là, c'est bel et bien ça. C'est dans cette perspective que l'inspecteur général des services judiciaires, comme toujours, qui est un service indépendant qui décide de qui doit venir et pour la raison invoquée, a demandé au juge de venir au niveau du département. C'est à travers vous, M. Diallo, que moi j'ai appris que toute discussion qui aurait eu lieu entre l'inspecteur et le juge en question se retrouve sous la voie de la presse. Bien. D'après ce que j'ai appris, la dame, elle aurait peut-être une de ses filles au niveau de film. Ça c'est à vérifier. Parce que c'est important pour moi. Parce que les questions institutionnelles, permettez s'il vous plaît, les questions institutionnelles, j'ai dit à tout le monde, si vous voulez débattre d'une question institutionnelle, on enlève des questions de personnes dedans. Lincoln est en droit de se fâcher quand il raconte les faits. Même M. Lincoln, laissez-moi vous dire, si les faits tels que vous racontez, moi j'étais juge, la dame allait prendre 2 ans d'emprisonnement. Moi je n'ai pas de problème pour ça. 2 ans d'emprisonnement. Si ce que vous dites, parce que le bien commun ne peut pas, une seule personne ne peut pas disposer d'un bien commun. Ça donne quelle leçon? Non, même si elle est héritière, personne n'a le droit de disposer des biens appartenant à tous. Personne ne peut l'accepter. Le juge est libre, indépendant de prendre la décision qu'il faut. Mais il faudrait-il que cette décision soit en conformité
avec la légalité, donc avec la loi. Si tel n'est pas le cas... Bien. Ce que nous allons faire, Lincoln, si tu permets, et ça aussi, ça vaut aussi pour le ministre, avec votre permission, monsieur le ministre, donc nous allons marquer la pause pour nos obligations commerciales. On revient dès 9h, dans 7 minutes exactement, pour poursuivre cette interview avec vous. On marque la pause, on revient. Sur notre antenne, Lincoln, le ministre Charouette, de retour à l'antenne. Voilà, monsieur le ministre, quelques questions. La dame Asmao était-elle présente au département? Comment le cabinet du ministère peut peut-être sortir de prison pendant une procédure normale, une prévenue ou une condamnée? Un. Deuxièmement, le juge Moussa a-t-il été convoqué pour être confronté à dame Asmao au département? Troisième question, c'est en principe la question de disposition. Les articles 16 et 17 de la loi 054 portant statut de magistrat sont explicites. Aucun compte ne peut être demandé aux juges au sujet des décisions qu'ils rendent et les magistrats doivent s'acquitter de leurs fonctions professionnelles en toute liberté, sans crainte, sans ingérence, sans faire l'objet d'intimidation, de harcèlement d'aucune sorte et sans devoir assumer de quelque façon que ce soit une responsabilité, sauf cas de faute professionnelle ou disciplinaire. Alors, inviter un juge au cabinet du ministère en vue de l'entendre ou de le confondre à une justiciable, c'est pas violer foncièrement la loi 054, monsieur le ministre. Est-ce que c'est sur instruction du ministre de la Justice que forcément l'inspecteur des services judiciaires doit agir? Une dernière question, le suicide n'est pas aussi une condamnation? S'il vous plaît, je vais d'abord commencer par la dernière. Monsieur Lincoln, je voudrais vous épargner de la lecture littérale de ce que vous venez de faire parce que vous ne comprenez ni le contenu, ni l'interprétation de ce que vous venez de lire. Je voudrais, attendez. Vous avez posé des questions, je n'ai pas réagi. J'estime que vous avez le devoir de m'écouter si vous voulez avoir des réponses. Parce que ce que vous dites là, est tout à fait le contresens de tout ce que vous devrez dire. Les questions de droit ne se discutent pas comme si nous étions sur le terrain de football où on donne à des commentateurs. Vous êtes sur un terrain glissant que vous ne maîtrisez pas. Non, pas du tout. Ce que vous venez de lire, je vous prends mot à mot ce que vous venez de lire. Dans quel cas un magistrat peut être demandé à rendre compte? Je vous pose la question. Est-ce qu'on a appelé un magistrat qui a rendu sa décision conformément à la loi, on lui demande d'expliquer? Sa décision suffit à elle-même d'expliquer sa décision parce qu'il y a les motifs, il y a le dispositif. Cela n'est pas le problème. Mais lorsque le magistrat rend la décision en violation flagrante des textes de loi, c'est assimilable à une faute professionnelle. Ce que vous ne savez pas, c'est que chez nous aujourd'hui, l'insuffisance professionnelle pour un magistrat est une faute. Qu'est-ce qu'on appelle l'insuffisance professionnelle? Lorsqu'un magistrat fait l'application maladroite de la loi, ça s'assimile à une insuffisance professionnelle. L'article 537 du Code de procédure pénale est très clair. Dans quel cas un magistrat peut décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt? Cette disposition, elle est très claire. Le mandat de dépôt, on dit ceci. Dans le cas visé à l'article 535, il s'agit d'un délit de droit commun où si la peine prononcée est au moins 6 mois d'emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre le prévenu. Le quantum de la peine est là. Si un juge fait application correcte de ça, la loi L054 dit qu'on ne peut même pas y demander de rendre compte. Il est indépendant. Il lance sa décision conformément à la loi, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il lance sa décision, contrairement à la loi, c'est ce que vous venez de dire, sauf en cas de faute professionnelle. Cette faute professionnelle-là, lorsqu'elle est établie, elle doit tirer toutes les conséquences de droit. Vous avez posé la question. Vous dites ceci.
Est-ce que l'inspecteur général des services judiciaires doit agir sous les instructions du garde des Sceaux? Mais attendez, bon sang de Dieu, je vous renvoie à nos décrets 083 portant attribution et fonctionnement du ministère de la Justice. Le décret portant attribution et fonctionnement de l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires. L'inspecteur des services judiciaires relève de qui? L'autorité supérieure, il relève de qui? Si ce n'est pas le ministre. C'est un service d'appui du ministère de la Justice qui s'occupe de la conception de la politique du gouvernement en matière de justice et en matière d'ordre de l'homme. Est-ce que le ministre n'est-il pas en droit? La loi est très claire là-dessus. Hein. Le ministre de la Justice, quand il vérifie une information judiciaire, je n'ai pas d'autre service que l'inspection des services judiciaires, qui vérifie et qui me dépose le rapport, sous la base de quel rapport je dois décider si la faute professionnelle avérée ou pas, pour que je puisse prendre la sanction de suspension du magistrat ou non. C'est ce travail auquel il s'attelle au quotidien. Lorsque nous permettez, sommes formés, monsieur le ministre, est-ce qu'on doit confronter un juge suite à une décision à une justiciable? Quelle est la loi qui le dit? Non, non, monsieur le ministre, dites-nous, quelle est la loi qui permet de confronter un juge à une justiciable après une décision? Acceptez la question. Acceptez la question. Je vous réponds. Je vous réponds tout de suite. Bien, allez-y. Il n'y a pas de débat pour ça. Oui. Parce que ce que vous dites, moi, la question que je vous pose, est-ce que ce que vous dites en l'espèce, le juge là a été confronté à cette dame? Monsieur Lincoln, quelle est la preuve irréfutable? Attendez, quelle est la preuve irréfutable que vous avez que cette dame a été confrontée au juge? Donc vous êtes formel là-dessus, monsieur le ministre. La dame, attendez, le juge n'a aucunement été confronté à la dame. Aucunement. Aucunement. Je vais vous donner deux exemples. Il demande, le ministre demande. Attendez, ça n'a pas été fait. Écoutez. Bien. Écoutez, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur le ministre. Monsieur Kairaba est un magistrat professionnel. Je vous donne deux cas, s'il vous plaît, deux cas. Ouais. Vous prenez le cas de juge de paix de Bofa. Vous savez, il a été suspendu. Il a demandé à ce qu'on dépose Orange Money sur son compte. Mais écoutez, en cas d'inspection, l'inspecteur est-il en droit, dans le cadre de l'établissement de la vérité, qu'est-ce qui interdit, même si ça n'a pas été fait en espèce, qu'est-ce qui interdit, sous la base du principe du contradictoire, qu'on demande à un magistrat qui doit dire est-ce que ce qu'on te reproche, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que le principe du contradictoire est interdit quand il s'agit pour l'inspecteur d'établir la vérité des faits? Quelle est la disposition qui l'interdit? Même si, s'il vous plaît, Lincoln, s'il te plaît. Vous ne maîtrisez pas. Lincoln, on se calme. On se calme, Lincoln. Bien. Vous ne maîtrisez pas les carcans. Bien. Attendez. Allez. Vous vous asseyez, vous dites des choses qui ne sont pas en conformité avec les règles qui organisent le service. Bien. Vous ne connaissez que peut-être ce cadre de 2 mètres carrés de film qui vous donne cette permission de vous asseoir et de parler. Mais vous ne pouvez pas dire comment la justice fonctionne, M. Lincoln. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Bien. Monsieur le ministre, deux dernières questions. Vous êtes un journaliste engagé. Lincoln, on va s'écouter. Je vous dis. Deux dernières questions, monsieur le ministre. Ne vous plongez pas dans les situations de dérive. Bien. Un magistrat, on est tous des humains. Monsieur le ministre, on n'a plus que 2 minutes. On n'a plus que 2 minutes avec vous. La terre et se remettre en cause. C'est aussi clair que ça. On n'a plus que 2 minutes avec vous. Les magistrats ne se servent pas, s'il vous plaît, de la presse pour dire ce qui s'est passé. Prenez le soin de venir. Bien. Deux petites questions, monsieur le ministre, en 2 minutes. Ni mon téléphone, ni mon bureau. Bien. C'est aussi clair que ça. Allez, monsieur le ministre, deux petites questions. Le président du tribunal de l'Abbé a-t-il été entendu dans cette affaire? Et enfin, qu'en est-il du cas du substitut du procureur de l'Abbé? Est-ce que des sanctions vont tomber contre ces magistrats? Ce qui reste clair, je n'anticipe absolument rien. La faute établie, les sanctions tomberont. Moi, je ne discute même pas de ça. Eh bien voilà. C'est clair, hein? C'est très clair. Je ne pas de ça. Il ne reste plus que... Je voudrais aussi... Oui, en une minute. Oui. Vous avez parlé de cas de Tanka. C'est vous avez parlé des cas de manifestation de Kankan. Bien sûr. Vous en avez parlé, vous en avez débattu. Je ne peux que vous remercier sur ce point. Sobakar, il faut qu'on soit quand même quelque part cohérent avec ce que nous faisons. L'histoire est têtue. Tout passe dans la vie, seul Dieu est éternel. Aujourd'hui, d'autres étaient à notre place ici, au département de la justice. Ils ont quitté. Demain ou après-demain, Charles reste quittera. Mais la Guinée demeurera. Mais je l'ai toujours dit, si l'homme n'est pas en cohérence avec ses dires et faits, l'on peut le traiter d'indigne. Parce que la dignité, c'est l'harmonie de ce que l'on dit et de ce que l'on fait. Cela est extrêmement important.
Lorsque vous m'avez dit tout de suite qu'il y a eu des manifestations à Kanka, j'étais très formel. Que ce soit des manifestations pour qui ou pour contre, pour soutenir ou tel, moi le principe chez moi est très clair. Toute manifestation non autorisée sous la voie publique, tel que résultat des dispositions légales des articles 661, 622, 623 et 24 seront l'objet de poursuites judiciaires. Bien. J'ai appelé le procureur général pour lui poser la seule question. Est-ce qu'il y a eu des manifestations au niveau de Kanka? Il me dit, monsieur le ministre, je viens de l'apprendre sur les antennes, je vais appeler le maire, je vais appeler le préfet pour que je puisse vous remonter les informations parce que dans notre politique pénale, il n'y a pas deux Guinéens. Il n'y a pas deux Guinées. Il n'y a pas deux positions diamétralement opposées. Ce n'est pas possible. Et ça ne sera pas possible. La conformité et l'égalité de tous devant la loi doit s'affirmer. Quel que soit, mais je ne voudrais surtout pas qu'on fasse la confusion entre ce qu'on appelle, on a attaqué Mme Biaré, j'ai entendu les gens s'attaquer à Mme Biaré, cette dame, je ne l'ai jamais vue, c'est sur nos antennes que je l'entends, tellement que la dame là, elle est cohérente, elle se pose des questions. Parce que quand on n'a pas tous les éléments, c'est important de se poser des questions. En matière de manifestation de rue, j'en parlais la fois dernière avec certains diplomates, vous êtes ministre des droits de l'homme, pourquoi en Guinée, les gens ne manifestent pas? Moi, la question, je l'ai dit, c'est très simple. Le jour où ce que je vais vous dire sera respecté, je serai la première personnalité de ce pays qui sortira dans la rue pour dire à tout le monde, je suis devant vous, exprimez ce que vous voulez dans la forme pacifique que vous souhaitez. Mais si le cadre légal n'est pas respecté, que personne ne compte sur moi pour dire, en matière de droits de l'homme aussi, suppose le respect de la loi et de l'autorité de l'État. Bien. J'ai dit au procureur, si il est établi, je n'appelle pas, vous savez, il faut faire la part des choses. Oui. Il y a ce qu'on appelle la réunion publique, il y a ce qu'on appelle les cortèges et les marches. Les cortèges et les marches, l'article 621 du Code est très clair. Doivent faire l'objet de déclarations préalables, les réunions publiques, les cortèges et défilés, et d'une façon générale, les manifestations politiques sur les voies et lieux publics. Mais il y a eu des exceptions. On dit sont dispensés, ça ne peut pas faire l'objet d'autorisation préalable. Qu'est-ce qui ne peut pas le faire? On dit sont dispensés de cette déclaration les sorties sous la voie publique conformes aux usages locaux, notamment les cérémonies religieuses, sportives, culturelles, artistiques et traditionnelles. Si ce n'est pas dans ce cadre-là, pas de manifestation de soutien au président de la République. Il n'est pas là pour ça. Le président était très clair. Il ne faut pas créer l'amalgame dans la tête du Guinéen. Bien. Le président ne peut pas dire une chose et que sur le terrain, le contraire se fasse. Se fasse, voilà. Donc, si c'est le cas, la justice va sévir, c'est si cela. Si c'est le cas, ma main sur le cœur. Bien. Quand j'ai dit je le fais, et je ne suis pas là pour une question de publicité. Si c'est fait et établi, que nous sommes dans le cas, je ne parle pas des sorties publiques ou ceci, parce qu'il faut donner la bonne qualification pour pouvoir dire telle chose, régime juridique est applicable. Mais si c'est établi que c'est un cortège, c'est une réunion sous la voie publique, qui ne sont pas exemptes de la déclaration préalable, j'ai dit au procureur, je l'ai instruit d'engager des poursuites judiciaires contre les organisateurs et toute personne liée à ça. Très bien. Personne ne sort pour dire on soutient le président, on est ceci. Ce ne sont pas des politiques. Bien. On n'est pas là pour des campagnes. C'est un discours très très clair, un discours clair et responsable. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, monsieur le ministre de la Justice et des droits de l'homme. Moi qui vous remercie. Grand merci. Monsieur Alphonse Charouet, ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux. Il était notre invité, notre premier invité ce lundi. Dans un court instant, la parole à notre invité, à notre second invité ici en plateau, l'ancien premier ministre, monsieur François Lucénifal, président du parti UNPG. Nous le recevons pour vous ici et maintenant.